Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de dresser ensemble les contours du nouveau label ISR issu des recommandations formulées par le comité du label ISR. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Michel Papalardo. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente du comité du label ISR. On s'est vu plusieurs fois lorsqu'il y avait des réflexions autour de la nouvelle mouture du label ISR. On a fait plusieurs points d'étape ensemble. Et là, on arrive enfin à un résultat. Alors, on a un résultat final, on n'a pas encore tous les éléments, mais on a un résultat final puisque Bercy s'est exprimé via un communiqué de presse et a notamment annoncé un élément qui a plu à beaucoup d'acteurs de la finance responsable. Alors je le cite, que l'éligibilité des fonds exclura les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures. Et en complément, un plan de transition aligné avec l'accord de Paris sera requis. C'est une évolution majeure par rapport à ce qu'était le label ISR il y a encore quelques semaines, Michel Papalardo. Il est toujours comme ça aujourd'hui. Voilà, il n'a pas encore changé parce qu'il faut quand même qu'on sorte l'arrêté, qu'ensuite il soit mis en application. Mais en tout cas, j'ai bon espoir que l'arrêté soit très proche des propositions du comité. D'accord. Et oui. donc, par rapport aux épisodes précédents, comme vous l'avez rappelé, on est dans la ligne, très, très bien. Le ministre, effectivement, il y a 2-3 semaines, a donné sa position sur un des nombreux aspects de la refonte. Celui sur lequel vous étiez le plus attendu quelque part par... Celui qui donne le plus lieu à des commentaires. Exactement. Il ne me paraît pas forcément le plus important sur le fond, mais qui est certainement le plus important sur la compréhension, en tout cas l'image que donne le label, parce que c'est effectivement celui qui est le plus commenté depuis longtemps. Bien sûr. Donc, le ministre a soutenu cette idée d'exclusion, qui n'existe pas dans le label aujourd'hui, d'exclusion sur ces sujets d'énergie fossile, et notamment de tous les nouveaux projets de fossiles. Le charbon, ça c'était clair, mais sur les nouveaux projets de fossiles, conventionnels, non conventionnels, donc voilà. Bien sûr. On est en phase avec, même s'il le dit un peu différemment, le résultat c'est le même que celui qu'on poursuivait. Comme je le dis, c'est pas ce qui aura le plus d'impact, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sur les sociétés de gestion et sur les fonds, puisque tout le monde s'interroge sur est-ce qu'il va y avoir beaucoup de fonds qui vont ne pas être labellisés, relabellisés, etc. C'est une des questions notamment qui est soulevée par Morningstar qui anticipe que sur les 1174 fonds labellisés aujourd'hui, donc ISR, près de la moitié seraient concernés justement par... Pas vraiment. En fait, Morningstar a dit des choses très, très claires et qui ont été commentées de manière un peu discutable. Alors revenons à la base. Ce qu'est du Morningstar, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 45% des fonds qui sont labellisés, qui ont dans leur portefeuille des entreprises qui sont dans les fossiles, alors dans le charbon, très très peu dans le charbon, mais surtout dans les fossiles conventionnels ou non conventionnels, hydrocarbures, gaz et pétrole. Donc ça, c'est clair. Ensuite, ce qu'ils disent, c'est que ce 45%, ça ne représente en fait que 7 milliards de capitalisation sur une capitalisation totale de 770 milliards. Bien sûr. Donc ça fait 1% de la capitalisation des fonds. C'est-à-dire pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que pour la plupart de ces fonds, on n'a qu'une toute petite partie du portefeuille qui est investi en entreprise dans l'énergie fossile. Des fois, c'est 2%. Alors, il y en a qui sont vraiment beaucoup concentrés sur ces sujets-là. Bon, ceux-là, effectivement, ils auront probablement en tout cas des interrogations. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'espère qu'ils vont nous accompagner, mais je pense que ça va être plus difficile. Mais pour la plupart des autres, ce n'est pas un sujet. Donc, il suffira de supprimer la ligne pour tous ces fonds-là ? Ils auront le temps, d'ici à ce que tout ça s'applique, de vendre leur participation dans les entreprises qui ont encore soit du fossile non conventionnel, soit qui sont sur des nouveaux projets. Mais ça ne va pas non plus bouleverser le marché. Ça sera plus clair pour les épargnants. C'est ça l'intérêt de la discussion, puisque c'est un sujet de controverse, on va dire, sur le label lui-même. Mais ce n'est pas ça qui va probablement avoir le plus d'impact sur
les fonds qui vont éventuellement ne pas vouloir être relabellisés. Je ne dis pas délabellisés parce qu'on ne va pas enlever le label, simplement, soit ils vont pas revenir. Ils ne feront plus les démarches pour avoir le label soit ISR. Ils vont considérer qu'ils ne sont plus dans le référentiel et donc vont pas revenir, soit quand on va les revoir, puisque l'idée c'est qu'au fur et à mesure que les fonds vont être revus, c'est tous les ans, en fait, on revoit les fonds, à partir du 1er janvier 2025, on les reliera à la lecture du nouveau référentiel. Donc, ils pourront perdre leur référentiel. Mais alors, qu'est-ce qui aura le plus d'impact? Parce que là, aujourd'hui, en termes d'éléments, ce qu'on a, c'est justement cet engagement et l'alignement avec l'accord de Paris. Mais tout le reste va arriver. Là, on attend dans les heures, les jours qui viennent. Mais vraiment, bon, les choses sont quasiment faites. Bon, il y a un petit peu de process et puis de validation quand même définitive du ministre. Mais c'est tout ce que j'ai déjà expliqué d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que d'abord, on allait être plus sélectif. C'est au lieu d'enlever 20% des plus mauvais notes, on va enlever 30%. D'accord. Il y aura des exclusions dedans, mais ça fait quand même beaucoup plus. Et donc ça reste en place malgré le fait qu'il y ait des exclusions qui soient faites sur le sujet des énergies fossiles et des hydrocarbures. D'accord. Enfin, les exclusions participent aux 30%. D'accord, mais il n'y a pas que ça. Mais, non, il n'y a pas que ça. Bien entendu. Les exclusions, ça ne veut pas dire que tout le reste va bien. Au contraire. D'accord. C'est pour ça que j'insiste. C'est une toute petite partie du sujet, de nos 45 ou 50 pages de référentiel, et qui sont presque toutes plus exigeantes que ce qu'on faisait précédemment, où on a mis des contraintes de résultats en matière de vote, en matière d'engagement, où on a introduit la double matérialité, ce qui veut dire que les entreprises vont devoir rapporter sur leurs PAI, enfin leurs indices. Sur l'impact qu'elles ont sur sur l'impact négatif qu'elles ont sur l'environnement, sur le social ou sur la gouvernance. Et alors justement sur ce point, Michel Pappalardo, sur la double matérialité, alors c'est un sujet qui fait aussi l'actualité, peut-être plus du côté comptable aujourd'hui, puisque c'est dans les textes de SFDR et de la CSRD, mais en même temps, il y a aussi, alors effectivement, Emmanuel Faber, qui dirige l'ISSB aujourd'hui, dit qu'il n'y a pas de guerre des normes comptables, mais il y a cette double approche aujourd'hui de savoir si on intègre ou non la double matérialité dans la remontée de données dans les entreprises. C'est proposé dans le label ISR. Est-ce que du coup, ce questionnement pourrait remettre en cause la double matérialité? Non, nous on le fait en toute connaissance de cause. On sait très bien quel est le débat. On considère que... Ça veut dire quoi la double matérialité? Ça veut dire que jusqu'à présent, avec la matérialité financière, on se préoccupe dans la manière dont on fait les notations, notamment de l'impact que l'environnement, je prends que l'environnement, mais ça peut être le reste, que l'environnement a sur le fonds, mais on ne se préoccupe pas de l'impact que le fonds a sur l'environnement. Bien sûr. Je suis convaincu que la plupart des épargnants n'ont pas compris ça. Bien sûr. Ils sont convaincus que ce dont on tient compte, c'est des impacts négatifs, que peuvent avoir les entreprises qui sont dans les fonds. Donc il faut bien qu'on ait cette double matérialité. Sinon, on raconte quelque chose qui ne correspond pas à ce que les gens ont dans la tête, et je comprends très bien qu'ils ne l'ont pas dans la tête. Donc il faut absolument, en tout cas pour le label, après il y a tout un tas d'autres éléments, mais en tout cas pour le label, nous on tient à ce qu'il y ait effectivement cette information. Dans un premier temps, on est beaucoup sur la transparence, parce qu'il faut que les informations existent. Bien sûr. Donc il faut que petit à petit les entreprises appliquent la CSRD, aillent chercher les informations, nous les donnent de manière de plus en plus précise et fiable. Au début, je ne suis pas sûre que tous les retours qu'on va avoir vont être parfaits, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Donc on a cette obligation de transparence, et on oblige aussi les fonds maintenant à prendre... Les fonds dans le label actuel doivent avoir 2 indicateurs sur lesquels ils doivent être meilleurs que l'univers d'où ils viennent. D'accord. Et donc là, dans les 2, il y en a au moins un, juste les 2, qui est un PAI. D'accord. Voilà. Donc une mesure de l'impact, effectivement, négatif ou non sur l'environnement. Ce qu'on essaye vraiment, si on veut essayer de bien comprendre ce qu'on a essayé de faire globalement, on essaye d'assurer aux épargnants qu'on a limité l'impact négatif des entreprises qui sont dans les fonds sur le E, le S et le G. C'est ça en fait la posture. Et donc pour ça, on a vissé plein de choses. On a mis la dématérialité, la double dématérialité, et puis on a aussi le sujet des plans de transition, puisque comme on essaye de diminuer l'impact négatif, ça veut dire qu'on n'a pas non plus des entreprises qui sont au top de l'impact positif. On est d'accord. Et donc, il faut qu'on les accompagne dans cette démarche vers le meilleur impact positif, d'où cet intérêt de regarder les plans de transition. Alors, les plans de transition aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui en ont, mais on espère qu'aussi avec différents leviers, dont
le label, on va progressivement faire en sorte que plus d'entreprises aient des plans de transition. Il y a peu d'entreprises qui ont des plans de transition. Il faut non seulement elles n'ont pas beaucoup de plans de transition, mais en plus, il faut que ce soit des plans de transition compatibles avec l'accord de Paris. D'accord. Oui. Sinon, c'est pas Bien très sûr, intéressant. Non, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est clair. D'accord. Ah, je pensais à lire, effectivement, à entendre des communiqués de presse ou autres, que toutes les entreprises avaient un plan de transition. Non, finalement, c'est... Non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle plan de transition? C'est peut-être quelque chose, effectivement, qu'on suit dans le temps et qu'on applique Alors, bon, ça dépend. Il y en a quelques-unes qui en ont. Bon, il y en a quelques-uns qui disent qu'ils en ont, mais en fait, quand on regarde de près, c'est pas des plans de transition. Un plan de transition, ça veut pas dire juste je vous assure qu'en 2030 ou en 2050, je serai là. Non. D'accord. Ça veut dire que j'ai un plan, vraiment. Détaillé. J'ai une trajectoire avec des dates, je vais pouvoir vérifier si je la tiens. J'ai une stratégie associée. J'ai des moyens, c'est-à-dire que je prévois les moyens, je prévois la gouvernance de manière à ce qu'on ait une crédibilité de ce plan de transition. C'est pas juste, vous inquiétez pas, j'y serai. Voilà. Donc, et ça, aujourd'hui, ça demande des méthodes, ça demande des vérificateurs. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place. Il y en a déjà pour certains, je le reconnais, mais pour beaucoup, c'est pas le cas. Avec cette nouvelle version, alors qu'on ne connaît pas encore dans le détail du label ISR, doit-on s'attendre à voir moins de fonds, voire beaucoup moins de fonds labellisés ISR dans les prochaines années? Eh bien, j'espère que non. J'espère qu'ils vont tous avoir envie d'être labellisés. Non. Notre objectif, on n'a pas un objectif de résultat de dire on veut tant de fonds ou tant de milliards de capitalisation, parce que c'est pas le sujet. Je rappelle que de toute façon, le label, c'est une démarche volontaire, et quand on est labellisé, c'est qu'on fait mieux que la moyenne. Si c'est pour faire comme tout le monde, ou en tout cas comme la réglementation, ça va pas. Donc forcément, ce n'est qu'une partie du marché qui est labellisée. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être entre 30 et 40%. On va probablement perdre des fonds parce que justement on met plus d'exigences, on veut avoir un meilleur résultat, mais ce que j'espère, c'est que ça va donner envie à de nouveaux fonds de venir être labellisés, et puis à ceux qui passent pas complètement encore la rampe, de faire les efforts pour revenir dans le label. Mais donc, on n'a absolument aucune prévision sur ce que ça va donner. Je reviens sur l'exclusion sur les hydrocarbures ou les énergies fossiles. Alors, vous nous disiez effectivement que c'est... Pour beaucoup de fonds, c'est 1 ou 2% du portefeuille qui sont souvent quand même intégrés pour des raisons de performance. Si jamais on pratique cette exclusion parce qu'on veut rentrer dans les lignes du label ISR, est-ce que du coup, il n'y a pas ce risque? Alors effectivement, ce n'est pas le sujet du label ISR, mais d'avoir des fonds moins performants. Sur les énergies fossiles, ça dépend des années, comme sur les énergies renouvelables d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai, bien sûr. Après, a priori, moi je suis convaincu qu'on va plutôt vers moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Donc je crois plus sur le long terme au résultat des fonds qui ne sont pas dans les fossiles que dans les fonds qui sont dans les fossiles. Après, on peut avoir des stratégies de court terme, de moyen terme, de long terme. Je pense que les épargnants qui, effectivement, investissent dans des fonds labellisés, ils font le partage. Je pense que c'est des gens qui ont effectivement plutôt une vision de moyen-long terme. D'accord. Et donc, ils ne devraient pas être déçus par les fonds labellisés. Bon, après, c'est vrai que nous ne prenons pas d'engagement sur la rentabilité. Bien sûr, ce n'est pas le sujet du label ISR, mais c'est... Il y a des fonds, entre guillemets, bien gérés, d'autres qui le sont moins. Bon, ça, on ne le vérifie pas, nous. Merci beaucoup, Michel Papalardo, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président du comité du label ISR. Merci beaucoup. Et donc, on attend, si j'ai bien compris, dans les prochains jours, les contours définitifs du label ISR. Merci beaucoup. L'arrêté. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.